Merci de votre présence. C'est vraiment encourageant pour nous de voir les gens qui viennent, qui se déplacent. On sait que c'est toujours changeant. Jamais si c'est vraiment, ça sera la journée malgré qu'on s'inscrit à les activités. Éventuellement, ça pourrait être une journée plus compliquée pour vous. Et malgré la planification, il y a toujours des changements et nous sommes très ouverts précisément à qui soit comme ça. Et cette fois-ci, bon, on a invité à l'équipe de CUR, la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. C'est pas la première fois, je pense. Il y a des collègues, oui, qui avaient déjà collaboré Ouais, avec ouais, mais depuis que quelques mois, on a réorganisé la collaboration avec le CUR précisément pour approcher les services à notre clientèle. Et si on est en train, on commence l'enregistrement alors. Non, c'est correct. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important l'activité physique pour la fibromyalgie, l'activation physique. Il s'implique différentes approches, avec différentes dimensions et différents aussi, objectifs. C'est sûr que l'ergothérapie, il y a beaucoup de choses à nous apporter dans le contexte de la douleur chronique et fibromyalgie. Donc, c'est pour ça que la présence de notre invité aujourd'hui. Et en plus, c'est la semaine et les mois de la fibromyalgie. Donc, ça commence, c'est lié à le 12 mai. Donc, ça fait partie vraiment de l'ensemble de les activités on a organisées pour cette mois. Donc, c'est plus que ça, je vous laisse. Bonjour, bon, bienvenue à cet atelier. Donc, on va faire ça convivial aussi. On s'est assis dans le contexte de puis on va avoir aussi des échanges. Le but, c'est que ce soit interactif aussi, notre présentation. Donc, vous l'aurez vu, dans notre thématique, c'est de voir comment on peut composer avec la fibromyalgie et cultiver le bien-être. Puis ça va passer par différentes stratégies dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, en fond, je m'appelle Elisabeth, je suis ergothérapeute à la clinique CUR et je suis en présence de deux stagiaires en troisième année. Donc, Virginie puis Elodie, donc, qui vont m'accompagner pour la conférence d'aujourd'hui. Et puis, en fait, nos objectifs, c'est en premier de pouvoir comprendre sa condition puis voir c'est quoi les facteurs qui peuvent l'influencer. Donc, c'est vous qui êtes aussi les experts de votre condition. Vous connaissez votre fonctionnement, vous connaissez les moments, peut-être les périodes qui sont plus difficiles, les moments où vous avez des meilleures journées. Donc, on veut se ramener à ça. Comprendre aussi comment l'ergothérapie peut vous soutenir dans un contexte de fibromyalgie. Puis après, découvrir des stratégies concrètes, comme je vous disais, pour cultiver le bien-être au quotidien. Ça, c'est nos objectifs de la présentation d'aujourd'hui. Donc, ça va durer 1 heure. On va autant vous transmettre certaines informations, certaines réflexions aussi. On va entamer des réflexions ensemble. Puis, on va avoir un exercice aussi plus concret que vous allez pouvoir avoir le temps de faire en lien avec ce qu'on va vous partager. Donc, tout d'abord. Donc, je voulais prendre le temps un peu de définir ce que c'était l'ergothérapie. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissaient déjà ou si c'était moins familier pour vous. Il y a plusieurs années, j'avais fait un petit programme qui m'avait, avec vous, justement, la cure, qui m'avait été, c'est la clinique de douleur au CHU qui m'avait aidé. Sans que vous avez connaissé un petit peu. Je connais vraiment pas. Parfait. On est là pour ça, pour vous détailler un peu plus ce que c'est. Mais dans le fond, c'est, si on peut dire, une profession qui est peut-être plus généraliste. Dans le fond, on intervient autant avec différentes populations que dans une variété de contextes. Puis notre formation, ça nous permet d'être axé autant sur la santé physique que la santé mentale. Mais si on peut dire, notre expertise, c'est l'analyse occupationnelle. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis notre mission, c'est de permettre aux personnes, comme on le voit ici, d'organiser puis d'accomplir un peu les activités qui sont importantes pour elles dans leur quotidien. Puis comme on croit que les occupations, c'est-à-dire ce qu'on fait au cours de notre journée, ça nous définit en tant que personne, souvent nos interventions ont vraiment des impacts significatifs là, sur la vie des gens en tant que telle. Puis toute occupation, justement, c'est chaque activité qu'on réalise. Fait que ça peut passer de se brosser les dents, prendre sa douche, faire une activité de loisir, aller, par exemple, prendre une marche, être en mesure d'aller à nos rendez-vous. Fait que toutes les activités qui composent notre quotidien, qu'elles soient petites ou plus simples à plus complexes,
ça fait partie de notre rôle d'accompagner pour réaliser ces activités-là. Puis justement, par rapport à ça, les fondements de l'ergothérapie, c'est vraiment que les occupations puis les routines sont plus prédicteurs de santé. Donc, ça nous aide à nous épanouir et se développer, tout ça, puis même à retrouver la santé dans certains cas. J'aurais compris, c'est un peu pour ça qu'en tant qu'ergo, on pense que l'occupation, ça nous sert autant de moyens d'intervention que comme objectif à atteindre en tant que tel. Puis souvent, on est reconnu pour nos solutions qui sont concrètes, vraiment applicables dans le quotidien. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est là aujourd'hui, regarder ça avec vous. Puis justement, un peu ce qu'elle a dit, nomme, quand on dit qu'on va utiliser les occupations comme moyen d'intervention, ça veut dire que si une personne veut être en mesure, par exemple, de développer sa tolérance à faire une tâche dans la maison ou quoi que ce soit, ben, on peut l'aider à trouver des stratégies pour la faire, puis on peut la faire avec elle aussi pour dire, OK, voici les stratégies pour que ça te cause moins de douleur. Puis là, après ça, on l'essaie ensemble. Ensuite, la personne peut l'essayer aussi par elle-même, devenir de plus en plus autonome. On sert vraiment de l'activité dans nos occupations. Bonjour. On est en train d'expliquer en fait le rôle de l'ergothérapie, puis qui va, après ça, on va présenter les autres steps. Donc, j'amène dans la prochaine diapo. Ici, pour faire du pouce un peu avec ce qu'on disait, on présente ici le justicia occupationnel, si on peut dire. Donc, dans le fond, en tant qu'ergo, on est là pour vous aider à vous soutenir dans la gestion de votre condition. Puis ça, justement, ça passe par le fait de réaliser les activités qui sont importantes pour vous, mais aussi de maintenir un équilibre au travers des occupations que vous allez avoir à réaliser au quotidien. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça vous dit un peu ce que c'est, l'ergo? C'est peut-être encore un petit peu nébuleux, je ne sais pas, que ce soit par hochement de tête ou... Ben, je pense que c'est un peu apprendre des trucs pour notre mieux-être au quotidien, là, tous les jours. Vraiment dans quand on parle d'un équilibre, d'avoir un équilibre, ben, c'est propre à soi. Hein. Tout le monde, quelqu'un peut dire, moi, j'ai envie d'avoir telle proportion d'activités plaisantes, puis après ça, la gestion des tâches, des rendez-vous. Ben, on choisit qu'est-ce qui, pour nous, fonctionne. Puis des fois, ça prend beaucoup d'essais-erreurs aussi, avec une condition de santé plus complexe. Donc, ça nous amène à notre première question. Oui. Pour rendre le tout un petit peu plus convivial, on veut favoriser la discussion de groupe. Donc, est-ce que certaines d'entre vous voudraient partager comment la fibromyalgie va se manifester dans leur vie? C'est un peu une question large. Ça peut être, Moi, j'ai été obligée de demander de l'aide au ménage parce que j'avais beaucoup de difficultés à entretenir mon appartement parce que j'ai aussi de l'arthrose. Dans les deux cas, c'est le dos qui est le plus attaqué. Donc, que je balaye ou que j'essaie de nettoyer mon frigidaire. Ou souvent, je vais avoir tellement mal dans le dos que je vais falloir que je m'assoie. Sinon, je suis lente à terre. L'aide fait partie de... Ouais, faut être capable de demander de l'aide quand on a besoin. 100%. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté à faire. Je travaille encore là-dessus, mais c'est difficile pour les activités de tous les jours. Là. Merci pour le partage. Puis moi, depuis que j'ai eu la fibro, puis l'arthrite rhumatoïde avec ça, je suis capable de prendre de bain. Puis ça je m'ennuie de ça. J'imagine qu'il existe des équipements qui pourraient peut-être m'aider. C'est sûr. Dans l'aspect de soins d'hygiène, d'être limité dans certaines façons de... Oui, c'est ça, là. C'est une douche tout le temps. Surtout l'hiver, relaxer dans le bon bain, des fois. Je suis capable d'embarquer puis de débarquer. Comme ça. moi, c'est un nouveau diagnostic, ça fait quelques mois. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est très go, puis qui n'écoute pas ses limites. Jamais. Puis, mon corps a fait en sorte que quand on arrête de travail, je suis infirmière, je ne dormais plus.
parce que j'avais trop de douleur, parce que je faisais déjà de l'insomnie à la base depuis enfant. Puis pour moi, ce qui est difficile, c'est d'apprendre à dire non. Puis aussi trouver c'est où la limite de qu'est-ce que je suis capable de faire qui n'aura pas un impact négatif après, plus grand que le positif de ce que j'ai fait. Comme naviguer là-dedans Balancer, aussi. ouais. On voit que la fibro, justement, comme vous dites, ça peut emmener plusieurs enjeux, tu sais, diversifiés dans le quotidien. On a parlé, parce que là, je voulais vous emmener plus sur comme les stratégies qu'on a mis en place, justement. Donc, des fois, de dire non, ben, c'est une stratégie de gestion de son énergie, de demander de l'aide, c'est aussi une stratégie. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que vous employez au quotidien qui vous aident dans la gestion de votre syndrome? Ben, il faut beaucoup écouter son corps. Il y a des journées que oui, on peut faire plein de choses. Puis là, tout à coup, une journée, ça arrive, bing bang, puis on ne peut plus, là, on ne peut pas. Fait qu'il faut toujours penser à si on a une journée ou deux, je ne sais pas, par semaine ou par mois, où on ne peut pas rien faire. On préfère pas rien faire parce qu'on a de la douleur, mais il faut prévoir ça un peu dans nos affaires. Ouais. Fait que ça va être à l'écoute de son corps, puis apprendre à planifier en conséquence. Oui, tu sais, quand on se lève le matin, habituellement, après une demi-heure, 1 heure, on sait là, si on est en forme, pas pire ou non. Là. Fait que là, on peut planifier sa journée, puis dire, OK, aujourd'hui, là, je vais mettre ça à ça, puis, tu sais, ouais. C'est un cheminement à faire. C'est ça, bravo, parce que c'est pas graduellement, j'imagine qu'on apprend à le faire, mais au début, ça doit pas être facile, non, c'est ça. Ah non, c'est pas évident là, tout le temps. Ça prend quand même du temps de faire ça. Mais moi, mes stratégies, c'est de faire des étirements à tous les jours. D'essayer d'aller marcher. Une à deux fois par semaine, c'est d'incorporer le mouvement, là, comment c'est super. Je vais voir physiothérapie une fois par mois. Il y a des journées que je pense que c'est important de privilégier le sommeil, surtout si ça fait plusieurs jours, plusieurs nuits qu'on n'a pas dormi. Parce que dans ces moments-là, en tout cas, moi, j'ai tendance à déprimer beaucoup par voir du noir. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus de dormir si on a vraiment besoin de dormir. Pour recharger sa batterie. Moi, je pense que c'est important avec cette maladie-là de, tu sais, mettons qu'on est capable de faire 2 pas une journée, peut-être essayer d'en faire 2,5 le lendemain, essayer de progresser, puis pas perdre qu'est-ce qu'on a déjà, là. Toujours le faire, puis augmenter un petit peu tranquillement quand on est capable. Puis j'ai l'impression aussi de ce que vous nommez que des fois, il y a des journées où ben, le corps ne veut pas, le corps a besoin de plus de repos, puis des fois, ce repos-là ne veut pas dire que même si on n'a pas fait, disons, nos 2 pas et demi, si on a rechargé notre batterie-là, ben, peut-être qu'après, ça nous permet de pouvoir soit faire la même chose ou de s'écouter, versus si on s'épuise, puis... C'est comme, je fais aussi de l'insomnie. Parce que si je dors pas de la nuit, des fois, je vais dormir comme l'avant-midi. Puis là, l'après-midi, ça va me permettre de faire des tâches que je n'étais pas capable de faire l'avant-midi parce que la fatigue chronique, le manque de sommeil. Il faut vraiment être à l'écoute. Je ne sais pas si ça compte pour votre stratégie, mais moi, l'acupuncture, ça m'a beaucoup aidé. Pour tout ce qui est brouillard mental, trouble de concentration, espèce de spirale d'anxiété, aussi avec le sommeil, ça m'a vraiment beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est un point que amène l'énergie, notre énergie physique, notre batterie d'énergie physique, la fatigue cognitive aussi. Il y a des fois la fatigue sensorielle, des fois on peut penser à un environnement, il y a de la lumière, on est en groupe, mettons que c'était bruyant. Tout ça aussi, ça peut fatiguer le système. Puis
ces différentes composantes. Il faut être capable, des fois, de se donner des pauses. Là. Puis on va vous en parler des exemples tantôt aussi de types de pauses qu'on peut prendre. Là. Aussi parler à des amis ou à des groupes de soutien. Il y en a beaucoup en ligne, des groupes de soutien, surtout sur Facebook. Ça l'aide aussi. Exact. D'identité aujourd'hui, ils sont bien stratégiques, vraiment. Pour les journées, je vais voir les mauvaises journées, mais bon, je vais regarder le congélateur de tout ce qu'il y a de petits repas cuisinés. Des fois, juste le mettre au micro-ondes, c'est déjà prêt. Les repas, c'est prêt, puis on sait qu'on va avoir quelque chose À manger. Ouais. Des fois, c'est tout le temps, on appelle. Ça se fait. Ça, ils sont en train de Je peux pas. Ah non! Pas toute la semaine, en tout cas. Non, c'est vraiment des trucs cuisinés magasinés. Je ne fais pas de papa. Il y a des facteurs, là, ça aussi, ça va beaucoup aider. Facteurs. Oui, mais ça livre chez vous, vous choisissez vos repas. C'est tout équilibré, protéines, tout ça, vous pouvez choisir. C'est santé, mettez sur le poumon, C'est comme ça, facteur. Facteur FACTOR, ouais. Là, moi, j'en ai, puis je peux me les enfants, puis Tout le monde. Puis ça enlève cette activité-là qui est exigeante de cuisiner. Super, intéressant. Merci pour vos partages. Faire des exercices doux comme le yoga aussi, ça m'aide beaucoup, le yoga doux. Aussi, d'ailleurs. Justement, ça m'amène à vous parler de c'est quoi justement la gestion des symptômes. Puis il y a différents éléments que vous avez nommés qui reviennent. C'est être en mesure de reconnaître ces signaux d'alarme. Ou OK, là, je pense que j'ai dépassé ma limite ou je suis sur le bord de l'atteindre. C'est quoi, comment je fais pour mettre des stratégies après? Quelle stratégie j'applique? Si je suis vraiment plus fatiguée, bien, ma stratégie de gestion d'énergie doit être plus intense, avec un repos plus intensif que si je me sens fatiguée, mais que je ne suis pas à ma limite extrême de fatigue. Puis le fait de gérer ces symptômes, bien, ça permet aussi de pouvoir faire vos activités qui sont importantes pour vous, tout en vous sentant en contrôle de votre état, vos douleurs. C'est ça qui nous amène à vous partager. En fait, on va pouvoir distribuer on va vous parler de l'échelle de symptômes. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu quelque chose qui s'apparente à ça, peut-être que c'est nouveau, fait que je vais prendre le temps de vous l'expliquer aussi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de l'échelle. On ne prendra pas un moment pour la remplir aujourd'hui, mais je vais quand même vous donner les outils, comment vous pouvez le faire après de votre côté pour comprendre. Donc là, vous, sur la première page que vous avez une liste de différents symptômes qui ne sont pas encore affichés à l'écran, mais c'est des symptômes justement au niveau physique, cognitif, émotif, comportementaux. Et ça se peut qu'il y ait des symptômes qui s'apparentent à des fois comment vous sentez, des fois non. Ça se peut qu'il y en ait d'autres qui ne soient pas nommés. Mais le premier exercice qu'on souhaite faire, c'est d'identifier, soit vous pouvez cocher, vous pouvez encercler, vous pouvez faire ça ultérieurement, quels symptômes peuvent être présents dans mon quotidien. Donc, par exemple, si je sens que j'ai une fatigue, j'ai un brouillon mental, au niveau cognitif, moins de concentration, puis juste d'identifier qu'est-ce qui peut s'apparenter. Ensuite, si vous tournez la feuille pour arriver à la même image que vous avez à l'écran ici, là, vous avez les différents niveaux de nos symptômes. Je vous laisse regarder, puis ensuite, je vous explique. En fait, cette échelle-là, à quoi elle sert? Elle sert à identifier les symptômes qui peuvent être présents, puis comment ils augmentent dans le temps. Fait que si on prend, par exemple, le niveau 0, donc où on pourrait sentir que c'est une meilleure journée, on n'a pas de symptômes, on fonctionne bien. On sent que nos symptômes ne vont pas nous limiter dans nos activités. Si on prend l'autre extrême, le niveau 10, ça serait là où on a dépassé nos limites, nos symptômes sont insupportables, on ne peut plus fonctionner. On sent que là, il faut faire un repos absolument parce que notre corps nous a dit, probablement avant aussi, là, on a atteint la limite, mais là, on sera à 10. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la zone rouge, puis le niveau 10 en plus, c'est pas une zone qu'on veut aller fréquenter, qu'on veut éviter. On veut éviter de se rendre dans ces niveaux-là. Puis, l'exercice de l'échelle, c'est de dire comment on peut, de plus en plus, rester dans notre zone verte, notre zone tolérable. Encore une fois, c'est facile à dire. Des fois, ça prend plusieurs essais pour y rester. Mais souvent, comment on suggère de la remplir? C'est de commencer par les extrêmes. Fait que commencer par le niveau 0 puis le niveau 10. Fait que mettons, quand je me sens bien, si j'ai des vraiment meilleures journées,
ça serait quoi mes signes? Donc, je ne sais pas si mon curseur il va fonctionner, je pense pas. Ah oui, ici. Ça serait quoi mes signes? J'ai la misère avec ma souris. Attends, je suis ici. Es-tu là, on la voit-tu? Oui, l'autre, tu pourrais pointer sinon, mais... Donc, on a la colonne ici, les signes. Donc, de dire, OK, à mon niveau 0, peut-être j'ai plus d'énergie, je me sens plus joyeuse ou mieux. Par rapport à quand je suis à 10, j'ai de la fatigue, beaucoup de douleur un peu partout dans mon corps, je ne suis pas concentrée, j'ai un brouillard mental. En faisant les deux extrêmes, ça nous donne comme une idée de où des fois on s'est rendu. Ensuite de ça, ce qu'on suggère, c'est de remplir les sections entre. Donc, par exemple, au niveau 2, si vous regardez, ça dit « J'ai une fatigue légère qui a peu d'impact sur les activités ». Fait que là, peut-être, disons que vous êtes en train de faire une activité, par exemple, vous êtes en train de laver votre comptoir, puis que vous sentez qu'il y a peut-être des douleurs qui apparaissent, c'est léger, mais il y a quand même quelque chose. Bon, ben peut-être que ça nous indique que tranquillement, peut-être que je serais au niveau 2 ou au niveau 4. Il n'y a pas une bonne réponse, c'est vraiment par rapport à vous, chacune d'entre vous, comment ça évolue. Donc, mettons, quand je suis rendue à 4, là, je sens que, par exemple, j'ai plus de fatigue, je commence à bâiller, puis j'ai une douleur au niveau des épaules qui apparaît. Je vous donne des exemples. Fait que ça veut dire que je suis peut-être proche de dépasser ma limite, là. J'approche de ma zone jaune, là, puis peut-être de tomber dans ma zone rouge. Fait que c'est d'essayer de documenter, en gros, comment les symptômes évoluent en termes d'intensité. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie pour essayer d'éviter qu'ils continuent à augmenter? C'est ça qu'on va vous montrer aussi tantôt. Fait que cet exercice-là, là, votre échelle de symptômes, elle change dans le temps. Ça se peut que pendant une semaine ou pendant une certaine période, ben, il y ait certains symptômes. Peut-être qu'après ça diminue ou ça augmente en termes de symptômes. Fait que ça aussi, on peut l'ajuster. Mais ça vous donne comme c'est comme votre repère que vous pouvez avoir au quotidien pour gager et dire, oh, peut-être que là, ces signes-là de mon corps font que je suis peut-être rendue dans mon niveau 6 et il faudrait que je prenne une pause ou un repos. J'aurais une question. Ben oui. Est-ce que ça existe, des gens qui ont cette maladie-là, qui sont vraiment à 0? Ben, ça c'est un bon point. Le niveau 0, souvent, est peu ou pas peu présent. Fait que oui, c'est un bon point. Ça se peut que le niveau 0, puis pour d'autres personnes aussi que j'accompagne avec des conditions chroniques, ça se peut que le niveau 0 soit pas présent, malheureusement, puis qu'on part à 2. Puis que des fois, nos bonnes journées, là, c'est quand on a un peu de symptômes, mais on est au niveau 2. Fait que oui, ça se peut que... Okay. Ça se peut, tout à fait. La fatigue chronique, ça serait considéré quel niveau? Vu que la fatigue est comme présente en tout temps, là, c'est de voir est-ce qu'il y a comme une intensité à ça. Est-ce qu'il y a des journées, la fatigue est tout le temps là, mais y a-t-il des journées où des fois je sens qu'elle est vraiment, par exemple, pire? Puis là, on pourrait dire peut-être que si elle est pire, peut-être que je suis dans ma zone rouge. Puis qu'il faut justement que je me repose, que je dorme plus cette journée-là. Encore une fois, c'est des ajustements, mais ça peut quand même vous donner un repère par intensité. Vous aurez ça si vous voulez entamer la réflexion aussi à la suite de l'atelier. Nous, on va se concentrer maintenant sur les stratégies aussi. Fait que vraiment, la colonne, là, les stratégies ici, on va vous parler de certaines choses, puis probablement que vous en avez déjà dans celles que vous avez nommées que vous faites. On peut débuter par les principes de gestion de l'énergie. Encore une fois, vous êtes vraiment les experts de votre condition. Donc, si jamais il y a des choses qui ne sont pas écrites et vous voulez rajouter, n'hésitez toujours pas à le mentionner. Donc, les principes de gestion d'énergie, premièrement, ça débute par simplifier les activités. Donc, que ce soit par diviser la tâche en plusieurs courtes étapes. Puis des fois, d'alterner des pauses avec ces étapes-là. Donc, toujours dans l'optique de conserver son énergie. Éliminer les étapes qui sont non essentielles. Je pense par exemple quand on fait la vaisselle, on peut laisser sécher, exemple, notre vaisselle sans nécessairement avoir à l'essuyer. Ça, c'est un exemple de comment simplifier la tâche puis d'éviter comme une très grosse demande en énergie. Planifier son horaire et ses activités. Donc, répartir les activités qui sont plus exigeantes lorsque vous avez un bon niveau d'énergie. Puis, les éviter quand on sent que la fatigue est peut-être trop élevée. Là. Donc, on a parlé tantôt de planification, ça rentre un peu dans ce principe-là. Puis, l'importance aussi là, de se réserver du temps pour les loisirs ou pour les moments qui nous font du bien, ça c'est extrêmement pertinent aussi.
Fait que donc, simplifier les activités. Oui. J'allais dire en lien, comme là, Virginie disait l'exemple de laver la vaisselle, de laisser sécher. Ben, ces petites différences-là dans une activité peuvent paraître banales, mais au final, elles ne le sont pas si on fait ça avec toutes nos activités de la journée, qu'on fait une petite modification, puis qu'on diminue une étape, ou on en enlève une qui est justement qui est pas nécessaire. Ben, au final, notre réserve énergétique, là, elle peut, à la fin de la journée, avoir diminué un peu moins. Donc, c'est ça aussi. Je pense que toutes ces petites actions-là ben, font une différence à la longue. Puis, des fois, quand ça devient plus automatique, quand vous l'essayez, ben, ça peut aider. Puis, j'aurais peut-être envie de vous demander, avez-vous d'autres idées ou exemples d'étapes, des fois non essentielles, dans une activité que vous pourriez enlever, que ça serait moins exigeant? Ben moi, quand je passe la balayeuse, Ouais. ben, je fais une pièce à la fois. Super idée. Et si après une pièce, j'ai de la douleur, puis que ça ne fait pas, les autres, ça va être un autre jour. Ouais. J'ai une amie, elle va comme écouter une émission de télévision. Après ça, elle va comme balayer le plancher. Elle va écouter l'émission de télévision. Elle va laver sa vaisselle. Elle va écouter l'émission de télévision. Faire une pause. Si elle peut, elle va faire une autre tâche après. Ben, ça, c'est un excellent exemple d'alterner pause et tâches, là. Fait que c'est un très bon exemple. Puis pour faire du pouce aussi avec ce que vous avez dit, là, dans le fond, on peut aussi essayer de prioriser des activités qui peuvent être arrêtées comme à tout moment versus d'autres qui seraient peut-être plus difficiles de prendre une pause. Comme ça nous aide plus à écouter notre corps. Si on prend exemple une recette, peut-être qui prend 1 heure à faire au complet, qu'on ne peut pas arrêter versus peut-être préparer des petites parties. Comme ça nous permet vraiment de s'écouter au travers de tout ça. Super. On peut s'asseoir aussi pour faire une recette. Ouais. Puis moi, ce que je fais bien souvent, c'est que je prépare les ingrédients en premier, puis je prends une pause, puis après, je commence, puis j'essaie de prendre des pauses durant la cuisson, durant... ouais. Super idée aussi. Oui, on peut passer à la prochaine. Ensuite, ben, ça, on en a un peu parlé, mais apprendre à déléguer et partager les tâches. Et puis ça passe premièrement par l'explication aux proches là, de notre condition, puis de ça. Je vous vois, c'est pas toujours simple. Mais donc, c'est ça. Mais tu sais, de leur faire comprendre comment ça peut nous affecter et le pourquoi on a besoin d'aide dans certaines activités à la maison, par exemple. Ça m'amène l'échelle de symptômes, là, quand vous la remplissez pour vous, ce qu'on a regardé tantôt, ça peut être aussi un outil puis un repère visuel à fournir aussi à vos proches ou à pouvoir expliquer, OK, ben quand je me sens à tel niveau, fait avoir un peu un langage commun aussi, de dire, là, je me sens par exemple à 6, je suis comme à la limite, là, je ne peux pas poursuivre la tâche ou continuer. Ça peut passer par des aides externes aussi, comme on parlait tantôt, pour le ménage. Puis ensuite, on a établir les priorités. Fait que se concentrer, exemple, sur, mettons, on se donne un objectif précis dans la journée, qu'est-ce qui est prioritaire pour nous. Puis, tu sais, c'est pas se donner un objectif qui se veut trop complexe parce qu'on veut que ça soit quelque chose de réalisable parce qu'on veut vivre ces réussites-là pour notre motivation personnelle aussi. Donc, prioriser, tu sais, des objectifs réalistes, mais qui font aussi du sens pour nous, donc qui sont importants pour nous. Ici, on a les types de pauses qu'on mentionnait tantôt. Donc, on a parce que parfois, tu sais, on mentionnait d'alterner entre tâches et pauses, mais parfois, tu sais, on n'a pas nécessairement le temps, exemple, d'écouter une émission. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire comme micro-pause? Bien, on a des exemples. Donc, on peut faire, vous mentionnez tantôt que vous faisiez des étirements. Donc, ça peut être de faire un étirement entre 2 tâches. Faire des changements de position, là, un peu diminuer la raideur dans nos articulations, nos muscles, prendre des bonnes respirations profondes. Donc ça, c'est, là, vous voyez les autres, mais c'est des exemples de micro-pauses qu'on peut prendre. Ensuite, des pauses d'une durée de plus 20 à 30 minutes, ben, on peut s'offrir une séance de relaxation, donc suivre peut-être une vidéo de méditation ou on a mentionné le yoga tantôt, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, une petite session de yoga. Sinon,
prendre un bain chaud, lire un livre ou une revue, faire une sieste si on se sent fatigué. Donc ça, c'est encore une fois des exemples de pauses qu'on peut mettre au quotidien, là. L'intensité de la pause va être en fonction de aussi nos symptômes et de notre état. Donc, les micro-pauses peuvent s'intégrer au quotidien plusieurs fois par jour. La pause, ben, la durée, puis ce qu'on fait, si on a besoin d'une pause vraiment plus, intense, parce qu'on est très fatigué, peut-être qu'on va devoir dormir puis avoir aucune stimulation. Si on a besoin d'une pause plus légère, peut-être qu'on va être en mesure de lire, ou par exemple, de faire une relaxation puis respirer. Donc, on peut choisir aussi selon comment on se sent dans le moment. Là, maintenant, on en vient à plus la gestion de douleur. Donc, on a premièrement... ah oui, puis aussi la gestion de l'énergie, elle rentre là, dans cette section-là parce que, évidemment, que notre énergie est intimement reliée à nos symptômes, là. Donc, plus on est reposé, j'imagine moins qu'on va ressentir la douleur. Ensuite, on a les interventions au niveau de l'autorégulation du système nerveux. Donc, on a des techniques de respiration lente, diaphragmatique. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque. Moi, j'aime bien la technique du carré, là. Donc, on inspire 4 secondes, on retient 4 secondes, on expire 4 secondes, puis on maintient 4 secondes, là. Fait, il existe plein de vidéos, ça, sur YouTube, si jamais là, vous voulez explorer, là. Ensuite, on a les massages, les automassages, avec exemple une balle de tennis, sûrement que vous connaissez peut-être tout ça, là, mais il existe aussi encore une fois des vidéos là, pour nous guider dans notre automassage. Puis ça, le but derrière ça, c'est vraiment de venir diminuer l'hyperexcitabilité du système nerveux central, donc ce qui aide ensuite à réduire la douleur. Ensuite, on va viser aussi l'adaptation des activités et de l'environnement. Donc, ça peut passer par simplifier encore une fois les étapes comme on a mentionné tantôt, réduire les positions statiques prolongées. Exemple, si on passe le balai ou on passe la balayeuse puis on est toujours un petit peu penché vers l'avant, parfois ça peut créer des raideurs dans le bas du dos, comme tu mentionnais tantôt. Diminuer les charges physiques et cognitives qui sont simultanées. Donc, ça, encore une fois, c'est une intervention. Les activités physiques douces, on en a un peu parlé tantôt. Le yoga, ça en fait partie. La marche, je ne sais pas si certaines d'entre vous pratiquent la natation ou l'aquaforme. Ça, c'est des bonnes... Ah oui? Ouais. Vous aimez ça? D'accord. Parfait. Alors ça, c'est des activités qui sont douces pour nos articulations. Ce n'est pas des gros impacts comme la course, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment prioriser des activités douces pour notre corps. Moi, j'ai essayé, je suis inscrite ici pour les 4 cours d'aquaforme, mais je suis allée seulement qu'à 2 parce que d'abord, l'eau est un peu trop froide pour moi. Puis aussi, il y a des mouvements que ça me fait trop mal. Si je me couche sur le ventre et que je bois des pieds comme ça, j'ai 2 hernies discales qui n'aiment pas ça. Puis il y avait, là, j'ai fait une bursite dans les épaules, avec la douille et tout ça. Tu sais, je suis vraiment laver, mais juste de faire ça dans l'eau avec, donc, Ça a causé ça l'a causé. de l'avoir expérimenté puis d'avoir vu que là, peut-être que finalement, dans le contexte avec les douleurs, il y avait des mouvements qui faisaient du bien aussi. Oui. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est effectivement, mais puis encore une fois, ça fait des essais-erreurs ou des tests de voir qu'est-ce qui fonctionne. Ça, c'est des suggestions de voir peut-être des choses que vous faites déjà, puis que même qu'on se dit, je veux tester ces activités-là. Je pense que c'est sûr que dans l'eau, là, plus qu'elle est chaude, mieux que c'est pour ce genre de maladie. Oui, parce qu'avant, j'avais une piscine, là, puis je la tenais assez chaude pour ne pas avoir de la misère à entrer, puis à faire bouger dans l'eau. Ouais. Il y a bien des années, j'étais ici aussi à l'association de la FIBO, puis la piscine Saint-Vincent était à 90, 91. C'est aussi une grosse différence en 80. Oui, c'est ça. Le corps le voit, l'impact. Puis l'importance aussi dans ces activités-là, c'est le bien-être mental, le bien-être psychologique. J'imagine que justement, d'aller dans ces cours-là, vous vous sentez quand même accompli après, puis vous voyez du monde. Donc, c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier non plus.
Ensuite, j'ai introduit les aides techniques et l'ergonomie. Donc, c'est des outils qui aident justement à réduire les exigences dans la tâche. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez au quotidien qui viennent simplifier parfois les activités que vous faites? J'ai toutes sortes d'affaires pour déboucher, pour ouvrir. Balayeuse, mop, robot. Oui. C'est fantastique. Effectivement. L'aspect ménage, l'aspect cuisine, des fois des choses électriques pour éviter d'avoir à brasser ou à faire des tâches qui vont exiger que justement ça fait contracter nos muscles, puis des fois ça peut causer de la douleur aussi. Quand la batterie est pratique, parce que je le mets à la canne et je le laisse par vide. C'est ça la job. Moi, j'ai acheté des tapis anti-fatigue dans la cuisine, puis ça l'aide pour faire à manger surtout. Pour rester. Oui. C'est bon. Ouais. Intéressant. C'est devant le poêle, puis le comptoir, là, que tu arranges toutes tes affaires. On reste là souvent. On reste là longtemps, des fois. Là. Moi, ça m'aide beaucoup. Ouais. Moi, je suis gâtée, c'est mon mari qui fait manger. Depuis 32 ans. Et c'est bon, c'est ça. Toutes les aides, toutes nos stratégies. Exact. Fonctionnent bien. Puis je termine aussi, ben là, on en a parlé, l'utilisation du chaud, du froid, quand est-ce les appliquer, pourquoi les appliquer. Donc, on l'a dit un peu, la chaleur pour tout ce qui est raideur musculaire, raideur articulaire. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées de comment utiliser la chaleur, mais ça peut être une douche chaude, un bain chaud, ça peut être une bouillotte, ça peut être un couvercle chauffant, couverture chauffante. Donc, ça, c'est des idées pour utiliser Dans l'autre groupe, il avait parlé aussi de la couverture chauffante. Ouais, Si elle s'en va de là, au lieu d'être dans le bain, tu as quelqu'un dans la maison, c'est ça, la couverture chauffante. C'est Lise qui nous avait ça. Oui, mais il y en existe-tu qu'on n'est pas obligé de brancher? Parce que je n'ai pas les prises. Je pense pas, à moins que ça soit. Peut-être que ça Des existe. batteries, hein? Tu sais, moi, qui sont déjà chargées, puis après ça, tu la recharges. Ouais. Très bonne question. Je ne sais pas. Je sais qu'il existe des bottes d'hiver. C'est pour ça que je me disais, probablement que ça doit exister. Ben oui. Des fois, juste ça sert au soleil. Ça va plus arriver. Ça, il va se pointer. Il veut qu'on l'apprécie pour un petit moment. Oui, c'est ça. Les journées, des belles journées chaudes qu'on a eues. Oui, ben oui. Bonne idée. La question de la couverture, oui, de poser la question dans les groupes, ou en tout cas, je ne sais pas, de voir avec l'intelligence artificielle. En fait, Blanche, parce qu'il y a la fibromyalgie de France et de Belgique qui nous répondent aussi. Oui. On les mêmes des choses. Oui, on apprend des choses différentes. Puis, ben, je ne sais pas si vous utilisez le froid des fois pour des douleurs aiguës ou. Le froid, c'est un maximum. Non, plus. C'est le froid, On n'utilise pas le froid. non, le froid. La chaleur. La chaleur. Super. Donc, ça nous amène un peu à résumer ce qu'on a dit, puis ça fait aussi le lien avec ce que vous nous avez partagé au début de la rencontre, là. Dans le fond, on a mis le thème de s'adapter à sa nouvelle réalité, mais on s'entend, nouvelle réalité, c'est un peu à chaque jour de s'adapter avec les capacités qu'on a dans le moment. Donc, on passe, comme on l'a nommé, par l'acceptation de tout ça, mais c'est sûr, c'est pas un processus linéaire, non. C'est de la colère qui vient avec ça, il y a plein de choses. C'est différent à chaque personne. C'est vraiment de prendre son temps puis essayer d'y aller le mieux possible au travers de tout ça. Ça passe par justement accepter de modifier ses façons de faire. Parfois, comme on nommait, de peut-être y aller en prenant plus de pauses ou en ralentissant le rythme pour réussir à continuer de faire quand même ce qui est important pour nous. Sinon aussi, d'accepter d'utiliser les ressources d'aide, comme par exemple l'aide de nos proches, préparer un repas ou même peut-être d'autres choses comme le transport en commun ou dans le fond, comment on appelle ça, Les repas ou la. ouais, pas botte roulante, puis ce que je voulais dire, c'est transport adapté aussi au travers de tout ça. Le transport adapté.
pour remplir des affaires. Il faut avoir un médecin de famille pour commencer. Moi, remplir une partie du dossier médical. Ah, c'est ça, ben là, c'est parce que les médecins, ils sont pas faciles à voir. Hein. Mais par contre, il y a pour le transport adapté, ça peut être rempli par un ergothérapeute, puis il y a aussi, il me semble, d'autres, j'aurais tendance à dire physio, qui peut évaluer aussi la capacité à se déplacer à la marche. Fait que, il me semble qu'il y a le médecin, mais de mémoire, ça peut être complété aussi par d'autres. Mais oui, ça implique des démarches qui sont, tu sais, qui s'apprend des démarches pour pouvoir être éligible, puis être. C'est ça. Presque tous les services à faire. Demande régulière. Ouais. Eux autres, un baptistère, monsieur, tu sais, c'est Beaucoup d'étapes. Savez-vous si la SDS a reconnu la fibro comme un handicap? Je sais qu'il y en a que oui, il y en a d'autres que non. Bonne question. Ça, c'est ça. C'est vrai. Je suis pas sûr que tu es là, la regarde parce qu'en même temps, on reçoit des courriels par la poste de la STS. Les transports adaptés. Je ne saurais pas dire la réponse non plus, mais Autrement dit, on fait partie d'une certaine façon de les cahiers d'adresse de la partie handicapée de transport adapté. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose avec, mais tous les deux on n'est pas là, donc, mais jusqu'à date, on a une collaboration. Elle a sa carte handicapée aussi, fait qu'elle peut prendre une stationnement. De pouvoir être à proximité aussi, permettre de pouvoir faire. Des fois, ça peut faire la différence de dire je peux faire ma sortie ou ma commission parce que c'est à proximité versus. Parce qu'elle a laissé des choses justement parce que c'était trop long à marcher. C'est comme le juge, je ne suis pas capable d'aller à mes rendez-vous parce que le stationnement est trop loin. C'est trop loin. Même handicapé est trop loin. Puis il y en a qui prennent des places handicapées. Ça arrive, il y en a plus. C'est des défis qui sont, que vous pouvez rencontrer aussi au quotidien. Ben, c'est pour ça, j'aurais aimé ça, le transport adapté, parce que je ne réussis pas tout le temps à avoir quelqu'un qui venait avec moi. Là. Mais des fois, c'est moi le taxi. Oui, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous étiez par exemple, avec le nouveau bâtiment du CHU, le stationnement intérieur, les places handicapées sont juste à côté de l'ascenseur. Quand vous prenez l'ascenseur, il y a des chaises roulantes. Puis des arrêts. Oui, on s'entend. Il y a un stationnement en dessous. Il y a un stationnement. Il n'est pas en dessous, il est comme au premier étage. Il faut comme passer par le côté de la bâtisse, aller vers l'arrière. Il y a une entrée. C'est pour les visiteurs. Cette entrée-là, il y a des stationnements handicapés. Puis, c'est bien pour moi. Non, mais c'est ça. Puis c'est juste à côté de l'entrée et l'ascenseur. Vous prenez ça, puis ça arrive à l'urgence, qui est comme à l'étage où il y a le stationnement extérieur. Les fauteuils roulants sont ici parce que je l'avais récemment. Ça a été le cas. Oui, mais il y avait le jambe cassée, c'était pratique. Parce qu'il se tenait sur moi, puis là, ça rajoute. Bien, merci du partage. Ça peut servir certainement peut-être. Vraiment. Puis si on poursuit avec l'acceptation, il nous restait d'accepter de réviser nos attentes puis de revoir un peu ces critères de réussite. Ça, je pense que c'est le gros morceau au niveau du travail, plus au niveau personnel. Oui, parce que moi, quand j'étais plus jeune, même ado, on faisait des chansons adolescents. Mon surnom, c'était Madame Blancheville. Ma mère était hyper propre. Ça avait qu'à 3 ans, je prenais ma cigaille, puis je suis. J'étais vraiment très forte dans le ménage, là. Même aller aider les autres, puis tout ça. Quand on a la fibre jeune, aussi, on vit dans une société où c'est important de travailler. Quand les autres ne travaillent pas, ben, on est vu comme des même quand tu travailles, tu t'es vu comme une lâche. La perception puis de la compréhension de la condition. Et trop niaiseux. Exactement. Puis c'est ça, réviser ses attentes au fil des années, au fil des semaines aussi, tout ça, c'est exigeant. Puis avant que ça devienne aussi automatisé, puis de dire, OK, j'ai mes adaptations, j'ajuste d'une semaine à l'autre, ben, ça prend du jus, là. Puis c'est à ne pas négliger dans notre énergie aussi cognitive du quotidien. Fait que c'est petit à petit aussi qu'on peut amener ça. Puis ça nous amène à parler
Oui, je vais passer rapidement pour être sûr qu'on ait le temps de faire tout, mais pour faire du pouce sur l'acceptation, on peut parler de résilience. Donc, de développer cette flexibilité-là pour faire face aux défis, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est un apprentissage qui est graduel, mais faut voir aussi l'aspect là, de croissance là-dedans, là, comment que ça nous aide ça nous fait évoluer comme personne, puis aussi dans notre condition, là, donc de l'importance là, de faire preuve de flexibilité. J'imagine que ça, c'est quelque chose que vous avez eu à développer au fil des années, là, définitivement. Mais je pense qu'on peut peut-être penser. Oui, parce qu'on va avoir le temps de faire la portion avec c'est ça. Mais c'est sûr que, étant donné qu'on représente l'ergothérapie, on n'a pas le choix de relier ça à un bon régime d'activité adéquat et satisfaisant. Donc, des occupations qui font du sens pour vous, pour ne pas favoriser votre santé psychologique dans tout ça, puis à ce moment-là, d'être dans une meilleure position pour être résilient. Donc, c'est ça que c'est le petit passage. Et le petit va vous parler. Ouais, pour faire le lien un peu avec ça, on essaie de se pencher un peu plus sur comment on peut faire pour intégrer une routine qui va faire du sens pour nous. Donc, comme on disait, c'est vraiment par les activités qui sont importantes, des activités qui sont signifiantes, puis aussi qui sont diversifiées. Puis ces activités-là, on les appelle les activités intentionnelles. Donc, c'est ce qu'on va regarder un peu plus ici. Dans le fond, on a 5 catégories qu'on appelle les 5 C. On va les détailler un peu ensemble. Puis après ça, on a une activité pour vous faire réfléchir un peu là-dessus. Donc, si on y va avec le premier, il s'appelle la centration. Donc, ça vise à venir mettre de l'ordre et du mouvement. Puis souvent, ça va être plus répétitif ou vigoureux. Donc, ça peut passer par l'activité physique, mais aussi le ménage qu'on a mis tout à l'heure ou le rangement, tout ça. Ensuite, on a la contemplation. Donc ça vise à atteindre un état de pleine conscience. Donc, on peut résumer ça par être vraiment ancré dans le moment présent. Puis, il y a une composante importante de ce concept-là qui est le silence. Donc, ça peut être par la méditation, prendre une promenade ou même simplement un bain chaud ou une douche chaude. Ensuite, on a le troisième qui est la centration. Donc, ça vient répondre... La création. Création. Oui, c'est ça que je disais. Donc, venir répondre à notre besoin de beauté, soit en la créant ou en l'appréciant. Ça peut être de faire de la cuisine, de l'écriture, ou même, je prends l'exemple de la musique, donc soit en faire nous-mêmes ou de l'écouter. Ensuite, on poursuit avec la contribution. Donc ça, on pourrait donner le synonyme un peu de redonner puis s'entraider. Donc, ça nous permet de se sentir valorisé puis productif aussi en tant que citoyen. Puis, pour plusieurs personnes, ça peut passer par le travail, mais il ne faut pas oublier qu'il existe aussi d'autres options comme le bénévolat ou tout simplement rendre service à quelqu'un qui en aurait besoin. Puis, on termine avec la communion, qui ça vient, dans le fond, renforcer nos liens avec les autres, puis on veut se relier au vivant. Donc, par exemple, avec l'activité de groupe que vous vivez aujourd'hui, ça peut être un bon exemple de communion, mais aussi de prendre du temps pour souper en famille ou entre amis, ou ça peut même se faire à distance en appelant un proche au téléphone, puis même avec des animaux. Donc, ce qu'on veut retenir de tout ça, c'est qu'on essaie d'avoir une certaine diversité de ces occupations-là au travers de notre routine. Puis comme on disait, on vise un équilibre, mais cet équilibre-là est vraiment personnel à chacun. Donc, c'est vraiment ce qui est important pour vous. C'est vous qui savez vraiment comment vous vous sentez pour avoir quelque chose qui correspond à vos attentes. Donc, ça nous amène avec notre activité réflexive. Donc, c'est la deuxième feuille que vous avez sur le cartable. Donc, on a les 5 catégories des activités intentionnelles, puis on aimerait que vous essayiez de réfléchir, voir 3 occupations que vous pouvez inclure dans chaque catégorie en essayant que ce soit le plus varié possible. Puis après ça, on vous revient avec des petites questions par rapport à ça. On vous laisserait comme un 5-6 minutes pour ça. Puis en fait, toutes les activités que vous faites déjà dans votre quotidien que vous avez nommé, que vous dites, par exemple, je fais une activité de mouvement, vous pourriez l'inscrire déjà dans la catégorie centration, etc. Puis je vais vous mettre vous allez avoir les exemples ici
au tableau des activités. Fait que le but, c'est tout ce que vous faites déjà, ça fait partie. Puis des fois, ça peut te dire, mais il y a telle activité ou telle chose que j'aimerais ajouter. Bon, ben là, vous pouvez l'inscrire aussi dans votre tableau. Alors, prenez le temps de réfléchir à ça. Puis j'ajouterais aussi, on a quand même mis des catégories précises, mais souvent il y a des occupations qui peuvent entrer dans différentes catégories, donc c'est vraiment libre à vous de les mettre dans la section qui fait le plus de sens pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Exact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant la complétion. Sont vraiment là, laissés à titre d'exemple. Ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui émergent aussi dans les différentes catégories pour vous. Tout l'aspect créatif, là, ça peut prendre plein de formes différentes, autres que ces exemples-là aussi. Ah, merci, je fais Oh. C'est gentil. Cette réflexion-là, ça peut vous amener à dire, ben, j'ai une catégorie que j'ai plusieurs activités, peut-être une autre, j'en ai moins. Pas mauvais en soi, c'est plutôt ça peut nous ouvrir les horizons à dire, ben, j'ai envie d'avoir plus de créativité, plus de communion. Que soyez dans l'ouverture aussi de ce que vous écrivez, comme on disait, là, c'est pas de bonne réponse. Okay. C'est cadeau. Wi-Fi. On va pas marquer. Encore un petit 2-3 minutes. Ensuite, on va partager pour ceux qui sont à l'aise les éléments. Question, faut-tu avoir une consultation pour pouvoir? Pouvoir dire, ben oui, dans le fond, pour venir consulter, c'est possible de contacter. On va vous donner les informations aussi de la clinique. Puis, ils vont vous transmettre aussi, on n'a pas les pamphlets papier, mais pamphlets électroniques aussi de la clinique pour prendre. Mais faut-tu que j'aie une consultation de mon médecin de famille? Non, c'est pas ça, c'est la carte de sensibilité. Je vais vous l'expliquer tantôt après l'activité, mais vu qu'on est une coop, il y a comme 2 options. Mais je vous l'explique tantôt si vous voulez. C'est un peu comme la physio. Comme là, moi, je dois à la physio au sujet. Nous, c'est vraiment plus en lien avec les activités. On n'a pas de traitement au niveau d'une douleur spécifique ou, mettons,
C'est un matinal. Ouais. Mais on va adresser, vraiment, on va faire un portrait, mettons, du quotidien, pour votre satisfaction, puis après dire, OK, selon votre quotidienne, y a des choses que j'aimerais qu'elles soient différentes, adaptées, puis là, on va vous soutenir là-dedans, dans l'effet de différentes stratégies. D'habitude, c'est comme ça qu'on. Puis c'est des séances de 1 heure? Oui, des séances d'1 heure. Séance d'1 heure, puis on y va selon le besoin. Tu sais, des fois, on peut faire quelques rencontres au début, mais on fait 1 ou 2 rencontres d'évaluation. Puis après ça, on dit, OK, on fait 4-5 rencontres, on vous donne des stratégies ou tout ça. Puis après ça, vous testez. Puis selon les besoins, on continue. Il n'y a pas de. Et le temps d'attente pour voir quelqu'un. Bon, c'est ça. Ben, en fait, là, on va avoir une nouvelle ergothérapeute qui va joindre l'équipe cet été. Fait que là, ça devrait favoriser. Notre objectif, c'est de pouvoir prendre en charge le plus de personnes possible pour soutenir la clientèle. Là, c'était un défi dans les derniers mois, mais je pense qu'à partir de cet été, il devrait avoir plus de facilité à avoir un ergo. Exact. J'aurais eu tendance à dire plus ça. Mais en même temps, c'est dur à dire parce que je ne connais pas la liste. Moi, je viens juste de mettre sur la liste, puis on m'a dit plusieurs mois. Plusieurs mois. Ouais. Mais on m'a aussi dit qu'il y avait une nouvelle ressource, ça allait changer. C'est ça. Mais qu'on ne savait pas exactement à quel point ça allait changer. À quel moment. Là, tu t'es mis sur la liste, tu as appelé là-bas. Mais moi, je vois la physio là-bas. La physio m'a dit que ce serait probablement une bonne idée d'enlever de la repousse pendant pour voir l'ergo, faire un plan de repos. Mais oui, ça peut valoir la peine, tu sais, par exemple, c'est le désir d'appeler, puis après ça, de mentionner vos intérêts, puis d'aller sur la liste, puis vous allez être recontacté dès que. Mais oui, c'est un peu la réalité des prises en charge. Hein. Ben, moi, je me suis inscrite à l'ergo ici, là. OK, Bon, intéressant. oui. C'est aussi ça. Ben, je veux apprendre des exercices, des choses que je pourrais faire, que je pourrais continuer après aussi. Dans votre quotidien. Oui. Est-ce que ça vous allait si on faisait un retour? Est-ce que vous avez eu le temps d'inscrire certains éléments? Super. Donc, on se demandait, donc, en regardant votre tableau, si vous vous penchez un peu là-dessus, est-ce que c'est une répartition des activités qui serait satisfaisante pour vous? Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient partager ce qu'ils ont écrit et comment ils se sentent par rapport à ça. Ben, moi, je peux. Moi, je trouve ça difficile dans la partie contribution. Je suis encore jeune. Puis c'est sûr que de penser retourner au travail en ce moment, je trouve ça difficile parce que même juste dans ma vie quotidienne, de réussir à faire tout ce que je faisais avant sans y penser, c'est pas évident. J'ai 3 enfants, fait que c'est ça. Puis j'ai un travail exigeant. Fait que je vois pas trop comment C'est des choses personnelles. Non, mais je suis infirmière. Fait que, c'est sûr que tantôt, ça disait essayer de ne pas mettre physique et mental en même temps. J'ai le fun. Ça, c'est vrai, hein, ça, c'est un point. On dit ça, puis notre réalité, là, fait que des fois, il y a des affaires qu'on ne peut pas, là, même si c'est la meilleure stratégie de gestion d'énergie qui ferait la plus de différence, ça se peut qu'on ne puisse pas l'appliquer. OK, ça me fait vraiment peur. Retourner au travail. Fait que c'est sûr que cette colonne-là, elle me fait peur. Mais je comprends. Les autres colonnes, ça va, là. Je trouve que j'ai réussi à avoir comme un certain équilibre. Pas si pire, même s'il y a des journées que j'ai envie de crier, que je me sens avant, quand je faisais comme si tout allait bien, même si ça allait pas bien, c'était mieux. C'était pas mieux, clairement, mais dans ma tête, c'était mieux. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai la même chose qu'elle, sa contribution, puis j'ai pas d'enfant. Ça fait 2 ans que je suis en arrêt de travail, j'ai 60 ans, fait que là, je vois pas le jour que je vais travailler. J'étais directrice dans une clinique médicale, c'était des 50-60 heures par semaine. Je suis là, fait que je vois pas comment que je pourrais retourner, mais c'est l'acceptation aussi. Puis, il y a l'aspect aussi dans les activités, dans les 5C que vous avez remplis. Dans l'aspect contribution, autant votre travail, ce que j'entends, c'est important, c'est quelque chose qui prenait une grande place aussi dans votre quotidien. Là, ça peut être de voir aussi à petite échelle pour se faire du bien.
ben, qu'est-ce qui peut me faire du bien de contribution déjà bon, avec les enfants, avec sûrement le quotidien. Toutes les petites choses qui peuvent nous amener à sentir que cette sphère-là, elle peut être, je peux sentir que j'accomplis certaines choses qui me font du bien. C'est pas mon emploi. On n'est pas là, mais le but des activités rationnelles, c'est qu'elles nous fassent du bien. Fait qu'en ce moment, si l'aspect de travail, lui, est peut-être pas envisageable, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à petite échelle qui peut lui permettre d'être là-dedans? Ben, moi, j'aurais peut-être une réflexion, c'est que j'ai peut-être plus d'années de recul, là, mais j'ai arrêté de travailler obligatoirement il y a 8 ans déjà. Et puis, suite à ça, là, je m'étais acheté un petit chien pour moi, parce que ça me faisait du bien, puis c'était le fun, là. Et là, je suis à l'étape que je suis plus capable trop d'en prendre soin. Il faut que je me débarrasse de mon petit chien. J'ai décidé que la solution la meilleure pour moi, c'était vraiment de les donner, là. Mais j'ai les 2 chiennes, là, Puis, c'est ça, c'est par étapes. Faut pas voir trop loin. Puis, il faut vraiment y aller selon comment on est rendu dans notre corps physique, puis dans notre esprit, là. Puis, c'est ça, là. Ça vient au fur et à mesure. Puis, il faut apprendre à vraiment vivre au jour le jour. Aujourd'hui, c'est ça, j'ai ça, puis, OK, je vais insérer ça, puis on l'essaye, puis on le fait, puis, c'est essai-erreur, c'est mieux, puis c'est comme ça, là. Et c'est ça, le plus vite, dans le fond, qu'on l'accepte, c'est mieux, mais comme moi, là, ça fait 8 ans, puis j'ai encore de la misère, là, fait que il faut pas se sentir coupable quand on s'arrive pas tout de suite, là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai pris ma retraite au mois de septembre. Ça fait 8 mois. Fait que la diminution du stress d'avoir les épaules comme ça est moindre. De se faire. Moi, en plus de la fibromyalgie, j'ai aussi une maladie auto-immune incurable qui fait que j'ai développé des anticorps qui ont attaqué mes reins. J'ai été obligée d'arrêter de travailler 2 mois après avoir commencé la dialyse à 26 ans. J'en ai maintenant 52. J'ai jamais été capable, je suis greffée depuis. Et j'ai jamais été capable de retourner travailler. Puis j'ai encore de la difficulté à accepter le fait que je ne peux pas travailler. Et commencer à faire du bénévolat, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a ôté le sentiment d'être comme inutile, ouais. Fait que le bénévolat, ça m'aide beaucoup. Il faut vraiment se trouver une activité qu'on aime, qu'on est capable de faire sans, ça cause trop de douleur. C'est quelque chose qui nous rend heureux. Merci pour vos partages. Ce que je trouve par rapport, entre autres, au bénévolat ou n'importe quelle autre activité du genre, dire je vais être là demain ou après-demain, ça n'arrive pas, il n'y a rien à faire. Puis de dire, je sais qu'est-ce que c'est que de manquer de bénévole quand tu es assez du nez, que tu en manques. Je l'ai vécu dans le sens contraire, mais je ne veux pas le faire dire aux autres. Je ne veux pas être dans cette dualité-là. C'est inacceptable pour moi de le vivre. Donc, de m'inciter sur une liste et de ne pas y aller, non. Comme si des fois, puis je sais que ça dépend des organismes, tout ça, mais tu sais, du bénévolat ponctuel, tu sais, disons que c'est pas récurrent, que ça permet d'y aller, oui, selon son énergie, mais que plus flexible aussi, parce que le but, c'est pas de se réengager dans quelque chose qui nous augmente le stress puis augmente notre. Dans le sens, comme tu dis, justement, il y a des endroits comme à Moisson Extrait, j'ai essayé, mais il faut réserver comme à l'avance un chiffre. Donc, avec la fibromyalgie, c'est comme très difficile à faire parce qu'on ne sait jamais. Puis, il y a d'autres bénévolats que je fais, comme avec Emma Québec, les collectes de sang mobile. Si la journée même, je me sens pas bien, je peux contacter ma chef d'équipe et dire, désolée, mais aujourd'hui, je ne suis pas capable, je ne serai pas là. Si je l'avertis au début de la journée, on peut se trouver quelqu'un d'autre. Ou ils ont aussi pris l'habitude de mettre à une tâche qui est moins importante que s'il manque des bénévoles. Ça peut fonctionner. Donc, ça permet de pouvoir être là si c'est une bonne journée. Puis c'est bon. Il faut s'informer à l'avance, soit avertir à l'avance. Sur ça. Comme les fêtes des quartiers, ou je fais aussi le Festival des traditions du monde. Je demande toujours un travail où je peux m'asseoir souvent. Parce qu'à rester debout toute la journée, je suis assez capable.
je précise, je suis malade, ça me prend à travailler assis. Habituellement, il manque tellement de bénévoles qui sont très, très, très gentils. Là, Ils souhaitent, c'est ça. Ils souhaitent avoir votre présence puis adapter. Là. J'ai rencontré des amis justement à la fête du Lac des Nations, puis aux Traditions du Monde, qui sont en fauteuil roulant, en béquille, ont une marchette. Ils contribuent à leur Le Bifida, ils ont plusieurs maladies. Vraiment. Puis je sens que dans ce que vous parlez, on parle de contribution, communion, ces deux sphères-là, comment on peut les actualiser, comment on peut les mettre en. Comment elles peuvent être présentes, malgré des fois, si on n'est pas en emploi, on a moins d'enjeux. Fait que c'est d'y réfléchir, mais sachez que toutes les petites choses, puis de soutenir son prochain, de contribuer au quotidien, mais ça fait partie de ça aussi, puis ça peut vous faire du bien, même si c'est pas à l'échelle du travail, de ce qu'on faisait avant. Donc, avec cette réflexion-là, peut être, c'est quelque chose encore qui est continuel, là, qui peut changer, des activités qui s'ajoutent, qui sont là, qui sont plus là, mais ça peut vous faire un repère, un peu comme l'échelle tantôt des symptômes. Là. Donc, si jamais vous pouvez poursuivre un peu la réflexion à la maison, de voir peut-être des alternatives aux choses que vous nommez pour un peu combler le besoin, mais autrement, pour vous sentir utile. Si on prend par exemple la contribution, ça peut être quelque chose que vous pouvez poursuivre à la maison dans ce sens-là. Tout à fait. Puis la dernière portion, en fait, qu'on voulait vous présenter, c'était justement en termes de l'ergo, un peu la cure, nous, on s'inscrit dans quel type de service, comment c'est possible d'avoir accès à de l'ergothérapie. Donc, comme vous voyez, nous, ce qu'on veut, c'est vous aider à continuer vos activités ou à maintenir un équilibre qui vous convient considérant votre condition de santé et votre fonctionnement actuel. Donc, les services d'ergo sont disponibles, en fait, donc via assureur privé. On peut avoir parfois, via nos assurances, accès à des services d'ergothérapie pour pouvoir aller consulter qui sont remboursés. Sinon, ça peut être aussi assureur public. Puis, il y a les services de deuxième, de troisième ligne. Puis, dans le fond, nous, la coop, donc, on est une coopérative de solidarité. Donc, notre mission, c'est de permettre aux personnes qui sont dans des situations plus vulnérables, qui n'ont pas nécessairement d'assurance, d'avoir accès à de la réadaptation. On voit autant des gens qui ont des assurances que des gens qui n'en ont pas. Et puis, je vais vous montrer ici. En fait, donc on a une mission sociale, puis nos valeurs, c'est l'innovation, l'excellence, l'engagement. Dans le fond, ceux qui n'ont pas d'assurance peuvent devenir membres de notre coop. Donc, c'est 10 $ une fois à vie. Donc, on paie 10 $, on devient membre de la coop. Et ensuite, on a des services en ergo et en physiothérapie à prix réduit. Donc, par exemple, pour un suivi en ergothérapie de 1 heure, 120 $ quand on a des assurances versus 85 quand on n'a pas d'assurance puis qu'on est membre. Fait que c'est ces avantages-là qu'on souhaite offrir pour essayer de permettre l'accessibilité aux soins. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que on œuvre auprès de, comme tantôt, au début, on en a parlé, l'ergo, on peut œuvrer auprès d'une population très variée. Puis nous, à la cure, le but, c'est de pouvoir offrir des services auprès de diverses populations. Donc, on a réadaptation adulte, jeunesse, plus prévention, promotion de la santé, réadaptation communautaire, puis un volet aussi recherche et formation. On accueille d'ailleurs de nombreux stagiaires à chaque année. J'aurais tendance à dire une trentaine à peu près par année. Donc, autant les physiothérapeutes que les ergos, donc les filles qui sont en stage avec nous en ce moment. Puis, en fait, là, ça s'inscrit, la réadaptation communautaire comme actuellement. On a différents partenaires. Donc, on a autant le Partage Saint-François. Ça fait 2 ans en ergothérapie qu'on fait un stage en ergothérapie de 5 semaines avec des stagiaires. Donc, d'aller offrir des services de réadaptation auprès de cette population-là. On est avec vous, avec Parkinson Estrie, Dagobert, les CPE de la région. Donc, on a différents partenaires. C'est quoi Dagobert? Dagobert, là, ils font... dans le fond, pour les enfants, pour les adultes, un partenariat pour les personnes qui ont un trouble développemental de la coordination. Donc, pour les aider dans leurs organisations, dans leur fonctionnement, développement moteur. Donc, c'est l'organisme à ce niveau-là. Donc, c'est au travers de l'année où on s'implique auprès de ces partenaires-là. C'est pas à l'année, mais c'est ponctuel selon aussi les demandes. Puis, il y en a que c'est à l'année. Donc, voilà, en gros, notre présentation. Si vous avez des questions, on est prêt à cette portion-là. Puis, n'hésitez pas aussi si après vous voulez nous jaser. Merci pour votre participation. Merci.